Alors, le thème de cette seconde table ronde, c'est multilinguisme et espace public, l'écrivain entre le local et le global. Nous poursuivons donc l'exploration du rôle de l'écrivain aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons ouvert le capot du grand véhicule qu'est la langue pour voir comment elle interagissait avec celle de l'écrivain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la manière dont les livres circulent ou ne circulent pas dans l'espace public. Dans quel état est sa voirie? Quelle est la responsabilité de l'écrivain dans son entretien? Sa signalétique fonctionne-t-elle? A-t-elle changé de nature? Nous dirige-t-elle vers des cul-de-sac? Paris est-elle toujours la capitale de la littérature? Comment est relié le réseau routier littéraire avec l'espace public et les autoroutes de l'information, comme on les appelait déjà il y a 25 ans? Les propriétaires de ces autoroutes sont-ils de simples gestionnaires ou des éditeurs, dis-je bien, de plein droit, comme eux-mêmes l'ont admis tacitement avec la suspension des comptes Twitter et Facebook de Donald Trump? Bref, nous allons nous intéresser aux ponts et chaussées de la littérature. Pour en parler, on a convié Thierry Mény, philosophe et président de l'Association des libres penseurs de France, Alexis Lorca qui va nous rejoindre tout à l'heure, maire adjointe à la culture de la ville de Montreuil et vice-présidente à la culture et à l'éducation populaire de l'établissement Est Ensemble. Cet établissement regroupe 9 villes de l'Est parisien. Jean-Philippe Domecq, et non Domain comme on l'a dit, écrivain et essayiste. Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et enfin, Antoine Spire, écrivain, éditeur, journaliste et président du Pen Club. Les interventions des panélistes seront suivies d'une période de questions et d'une brève chronique où Sylvestre Clancier, le président honoraire du Pen Club français, nous fera découvrir ses pépites de lecture. Les questions sont vastes, le thème est immense. Eh bien, on va d'abord l'aborder par la valeur cardinale qu'est l'éducation, et plus précisément l'éducation populaire, qui est à la base de tout, et notamment de cet espace public, qui est d'abord communal et départemental. Alors, je ne sais pas si Madame Lorca est arrivée. En tout cas, je dirais pour l'éducation populaire, qu'elle a accompagné depuis plus d'un siècle et demi la création de 2 grands ministères indispensables au développement de l'espace public, le ministère de l'Instruction qui va devenir l'Éducation nationale en 1881 et le ministère de la Culture en 1959. Alors, c'est curieux parce que l'éducation populaire va ensuite être mise sur le banc de touche pour être rattaché au simple ministère de la Jeunesse. C'est un ministère qui est important, mais qui reste marginal. J'attache personnellement l'importance particulière à cet espace, à cette valeur, car l'écrivain, en tant qu'artisan de la langue, est aussi un acteur indispensable, en tout cas, de l'éducation populaire. Alors, est-ce que Madame Lorca est avec nous? Oui, elle est là? Je suis là. Ah, parfait. Oui, Alors, c'est vous. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. Alors, vous êtes non seulement parmi autres, vous avez vos fonctions politiques, vos missions, mais vous êtes aussi, rappelons-le, auteur, scénariste, réalisatrice de documentaires comme Bâti du Pakistan au sentier aux éditions Anne Carrière, et vous avez collaboré à un livre collectif qui s'appelle Toutes les femmes sont belles, hein, Larousse en 2008. Alors, comment, justement, parlez-nous de le périmètre de vos missions au sein, comme vice-présidente à l'éducation populaire de l'établissement Est Ensemble. Quelle est votre mission dans le cadre de cette structure? Je dirais, moi, je rassemblerais Montreuil et Est Ensemble, parce que Montreuil, je suis adjointe au maire dans la même Oui, vous délégation, l'avez dit, oui. culture et éducation populaire. Et en fait, ce qui est particulier à Est Ensemble, c'est que les villes qui constituent Est Ensemble lui ont transféré
des équipements culturels qui ne sont pas petites choses, hein, puisque ce sont 9 conservatoires, 8 bibliothèques et 6 cinémas publics. C'est la particularité du territoire. 6 cinémas publics, ce qui représente 13 salles de cinéma. Donc, en termes d'éducation populaire, d'action culturelle, d'ouverture à la culture, évidemment, ce sont des établissements extrêmement importants. Et juste pour donner un petit chiffre, nos cinémas publics, ce sont plus de 100 000 enfants par an qui sont concernés par l'éducation à l'image, c'est-à-dire autant, voire un peu plus que la ville de Paris. Vous voyez, ce sont des établissements qui nous permettent de développer des politiques culturelles et d'éducation populaire extrêmement ambitieuses. Alors justement, quelles sont les politiques que vous mettez de l'avant, tant au niveau de l'établissement L'Est Ensemble, qui regroupe 8 ou 9 villes de l'Est parisien importantes, de Bobigny, Montreuil, Pantin notamment. Quelles sont les politiques que vous mettez de l'avant à cet égard? Bah, c'est extrêmement large. Si vous voulez, nous, on est parti d'un principe, c'est qu'il fallait de la culture partout, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup l'espace public, l'espace urbain, parce que c'est une façon d'aller vers les publics également, et notamment vers ceux qu'on dit éloignés de la culture. Partout pour tous, hein, ça c'est un vœu qui est fait, c'est un souhait qui est fait depuis de très nombreuses années partout, mais c'est difficile. C'est très difficile à atteindre, la culture pour tous, même si on y arrive quand même sur un certain périmètre. Et puis la culture par tous aussi, parce que l'éducation populaire et l'accès à la culture, à mon sens, se fait aussi beaucoup par la pratique amateur, et notamment dès le plus jeune âge. C'est dans des foyers où il y a peu d'accès, en tout cas, de la culture, je pense qu'il y en a partout, hein. Je pense que tout le monde a une culture, et c'est la première chose d'ailleurs que je dis, notamment dans les centres sociaux où on a énormément d'échanges avec les habitants et beaucoup de pratiques culturelles aussi, c'est qu'il n'y a pas une culture au-dessus de l'autre, quoi. C'est que, surtout dans des villes et dans des territoires extrêmement mélangés comme les nôtres, où il y a énormément de nationalités différentes, de cultures différentes, l'idée c'est vraiment et ça relève pour moi de la culture populaire, c'est le fait de faire se rencontrer toutes ces cultures et regarder si on arrive à faire quelque chose de commun, mais en tout cas de se rencontrer et d'échanger. Et pour moi, la culture populaire, maintenant au XXIe siècle, sur un territoire comme le nôtre, ça relève aussi de ça. Je pense qu'on ne peut plus plaquer des théories et des définitions que ce soit d'ailleurs pour les politiques culturelles ou pour l'éducation populaire. On ne peut plus les théoriser et les plaquer comme on l'a fait avant. Ça correspondait à une époque, à un contexte, et je pense que le contexte a énormément changé. Et nos politiques, notamment en matière d'éducation populaire, doivent pouvoir être souples et s'adapter à ces nouveaux contextes. Vous travaillez-vous avec des organismes d'éducation populaire, des mouvements d'éducation populaire? Quels sont les À, dispositifs à Montreuil, on a par exemple la Maison populaire qui a plus de 50 ans. Donc ça, c'est typiquement l'établissement d'éducation populaire tel qu'il a été pensé à une époque, dans un contexte. Donc c'était la culture pour tous, et on ciblait beaucoup évidemment le monde ouvrier. Donc c'était aussi ça participe aussi de cette époque où il y avait des accompagnateurs très très forts, notamment le Parti communiste, les syndicats, une partie de l'Église, hein, aussi, je dirais, des prêtres ouvriers, tous ces mouvements-là. Donc ça participe de ça. Cette maison populaire a été créée à ce moment-là pour faire sortir les arts un petit peu dans les quartiers, et faire un peu descendre aussi les livres des étagères et aller vers le public. Donc ça. Travaillez-vous avec des écrivains? Excusez-moi, pardonnez-moi, mais quels sont vos liens avec justement le monde de l'édition, et notamment des écrivains? Est-ce que vous avez collaboré avec des associations d'écrivains, notamment par le passé ou maintenant? Ben, on a le salon du livre de jeunesse, hein, Oui, donc bien nous, sûr, sur nous, le évidemment. territoire, ce sont énormément des auteurs de jeunesse et des illustrateurs.
Moi, j'ai un projet justement avec enfin, voilà, que je ne peux pas tout à fait dévoiler, mais que j'aimerais pouvoir développer dans le cadre d'Est Ensemble. On a bien évidemment les écrivains qui sont les rencontres qui sont, je dirais, hebdomadaires dans l'ensemble de nos bibliothèques, hein, puisque on a une politique d'animation extrêmement forte et notamment pas qu'envers le jeune public, hein, mais également avec les centres sociaux, parce que l'idée, c'est qu'on a des établissements extrêmement nombreux qui vont vers des publics différents, mais qui travaillent ensemble. Ce qui permet, quand on a un écrivain qui se déplace dans l'une de nos bibliothèques, de faire aussi, soit d'amener le public dans la bibliothèque via les centres sociaux en les accompagnant, soit il peut aller aussi directement dans les centres sociaux. Vous voyez, on a cette façon de travailler qui permet d'avoir des entrées différentes pour des publics différents. Mais l'enjeu principal, c'est toujours que ces gens se rencontrent, parce que je pense que les politiques publiques, notamment de la culture et de l'éducation populaire, l'enjeu, surtout dans des territoires comme les nôtres, c'est de faire se rencontrer les gens et les cultures. Merci, Madame Lorca. Donc, je vais interpeller maintenant notre ami Thierry Mény. Si l'éducation populaire est la valeur cardinale de l'espace public, la laïcité en constitue son principe actif. Alors, Thierry Mény, vous êtes philosophe et co-auteur de l'invention de la liberté de conscience ou l'entrée dans la modernité. Vous êtes également très actif au sein du comité Laïcité et République. Un des derniers colloques de ce comité s'intitulait « Le verre est dans le fruit chez les enseignants ». Alors, ma question l'est-il également chez les écrivains? Thierry Mény. Merci de me donner la parole. À vrai dire, je me suis permis de réfléchir un petit peu autrement par rapport au thème, du moins l'écrivain, entre le local et le global. Donc, j'ai essayé de réfléchir sur cette question. Je parlerai ensuite, à la fin, en conclusion, d'une certaine façon, de la question de la laïcité. La problématique dans cet intitulé, c'est le entre le local et le global. Et j'ai essayé de comprendre quelle était la dimension du local pour un écrivain. Je vois à peu près 4 choses que l'on pourrait souligner. La première chose, c'est son lieu. Un écrivain a un lieu. Alors tout de suite, je vais faire une précision. Même un écrivain qui n'a pas de lieu a comme lieu le fait de ne pas avoir de lieu. Ça, c'est quand même un élément assez intéressant parce qu'on écrit toujours d'une position, je pense, et cette position est à prendre, je la prends là dans le cadre d'être un lieu. Deuxième point par rapport à cela, par la notion de lieu, je m'oppose fortement à la conception qui pourrait être la conception barétienne du lieu. Ce n'est pas chez moi l'idée d'un nationalisme ombrageux qui ferait qu'il n'y aurait de bonne littérature que de littérature enracinée. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas de racines, mais ce n'est pas la condition nécessaire pour que la littérature aille à la dimension universelle. L'autre point que je voudrais aborder, c'est effectivement la langue de l'écrivain. D'autant plus que nous avons mis cette réflexion sur le fait de la diversité des langues, de la traduction, du fait que les langues interagissent. Alors, j'en parle avec beaucoup plus de... J'ai une formation de linguiste. Je pense que, à part quelques-uns, il est très difficile d'habiter plusieurs langues dans leur totalité. Quelques êtres exceptionnels y arrivent. J'en suis toujours très étonné, j'en suis toujours même émerveillé, mais je pense que la plupart du temps, c'est assez rare d'une certaine façon. Cette dimension de la langue, c'est simplement une chose que s'approprie l'individu avec une connaissance très profonde de celle-ci,
bien évidemment, quand on a la possibilité de manier plusieurs langues, l'appropriation va être différente. Ensuite, dans le local, ça va être la question de sa réception. Effectivement, je pense qu'un auteur a d'abord un lieu de réception qui va être autour de lui, il faut l'espérer, qui va être dans son environnement, pour reprendre ce que disait Alexis Lorca, dans la dimension culturelle qui est autour de lui, il y a cette dimension de la réception. Et cette dimension est quand même importante parce que je pense qu'un auteur l'a toujours présente à l'esprit d'une certaine façon. Qu'il s'adresse toujours, même si c'est virtuel, à un lecteur, à un public potentiel qui serait autour de lui, qui serait quand même des gens qui lui seraient d'une certaine façon familiers. Le dernier point par rapport au local, c'est la question de la singularité de l'auteur. Tout auteur de qualité est singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion possible avec quelqu'un d'autre, c'est en soi une entité qui va justement jouer de cette singularité pour s'adresser aux autres. Donc, j'ai essayé de déterminer le local comme ça. Maintenant, regardons le global. Alors, premièrement, je suis étonné du choix, qui est certainement un choix de notre situation économique actuelle, du terme global par opposition au terme universel. Je trouve ça un peu dommageable d'une certaine façon, le terme global venant plutôt de l'économie, venant de l'échange des biens, de l'échange de marchandises et pas forcément de la conception philosophique de l'universel. Bon, prenons quand même ce terme. Marché global, est-ce qu'il y a en face une littérature globale? Je ne pense pas. Nous le savons, les échanges de matériel, de biens, vont aussi amener des échanges linguistiques. Est-ce que ces échanges linguistiques vont amener une transformation sur la littérature? Certainement. Je prendrai comme exemple un auteur que j'aime beaucoup, qui est décrié par certains, mais que j'aime beaucoup, qui est Naipaul. Naipaul est l'exemple parfait d'un auteur qui va écrire dans une autre langue, qui est un homme d'une culture très forte, colonisée, qui se retrouve du côté anglais d'une certaine façon et qui, dans sa construction, va rencontrer, alors je ne dirais pas le global parce que je n'aime pas ce terme, mais va rencontrer l'universel. Je trouve que ce point est extrêmement intéressant parce que c'est une forme d'échange qui a existé avant, hein, qui est la colonisation anglaise qui a été quand même sur l'ensemble du globe et qui a produit Naipaul d'une certaine façon. Même si le local dont j'ai parlé tout à l'heure est bien évidemment à l'œuvre là. Alors, la question que je me suis posée, puisque nous avons ce blocage quand même des langues entre elles, le fait qu'il va falloir traduire, qu'il va falloir passer d'une langue dans une autre. Qu'est-ce qui fait que certains textes vont tout de même nous parler? Bien évidemment, il y a le passage par la traduction, mais je pense qu'il faut regarder plutôt du côté de ce que j'appellerais la morphologie des récits. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Je me suis beaucoup penché sur ces questions-là et je pense en particulier au travail qu'avait fait Vladimir Propre sur la morphologie du conte, travail que vous savez tous, qu'on a pu dupliquer dans d'autres domaines. Et effectivement, lorsque je lis un conte africain, je vais retrouver une structure, une morphologie de l'organisation du conte qui va me rappeler certaines morphologies que j'ai rencontrées dans des contes de ma propre culture d'une certaine façon. Donc, c'est ça qui est assez intéressant.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement des formes universelles que l'on va retrouver portées par certains auteurs qui vont les mettre en avant, qui vont les magnifier, qui vont faire tout ce qui permet à cette forme de réussir, de dire ce qu'elle a à dire. Je pense à Borges, hein, d'une certaine façon, qui nous prend des petits récits et qui, d'une certaine façon, ont l'air très très simples, mais c'est une forme qui va nous parler avec sa très très grande culture, bien évidemment, bien évidemment. Alors, voilà rapidement pour essayer de situer l'écrivain entre le local et le global, mais maintenant, je voudrais être un petit peu plus politique, effectivement. Je pense que l'écrivain a besoin, pour rencontrer son public, ce que j'appellerais la res publica de l'écrivain, c'est-à-dire la chose publique qui va permettre à l'écrivain de se déployer, de rencontrer effectivement ses lecteurs, de rencontrer des gens chez qui ce qu'il raconte va faire un écho, hein. C'est-à-dire que lui-même, l'écrivain, va devenir chose publique. Le grand écrivain, c'est celui qui, à un moment donné, est un élément, hein, public au sens noble, de la culture dans lequel il se déplace. Et quelquefois, et bien souvent, et c'est là, je pense, les grands écrivains, c'est que les grands écrivains ne vont pas être cantonnés, effectivement, à un espace, à une res publica restreinte, mais peut-être à une res publica beaucoup plus large, beaucoup plus universelle, qui va permettre de rencontrer un certain nombre d'autres lecteurs ou même d'autres écrivains, d'autres façons de voir. D'accord, mon cher Thierry, mais comment devient-il, comment l'écrivain, évidemment, ça c'est dans un espace qui est pacifié, qui est l'espace public et aussi un espace littéraire qui est, disons, régi par l'édition, par l'écrit. Mais aujourd'hui, cet espace s'est transformé. Et comment voyez-vous, par exemple, le travail de l'écrivain comme acteur de la laïcité, puisque c'est un des thèmes que vous défendez. Comment peut-il être? Est-ce qu'il est vraiment engagé dans cette espèce de combat, puisqu'il il forme ses propres lecteurs? Le problème aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, plusieurs d'entre nous le savent, c'est que comment dire, les jeunes qui sortent des écoles, souvent, je parle en général, c'est pour ça que l'éducation populaire est centrale pour moi, c'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. Alors, comment peut-il, puisque vous êtes militant de la laïcité, comment l'écrivain peut-il s'engager davantage? Le fait-il vraiment? Ou est-ce que c'est dans la transformation du langage, comme vous le proposez justement à travers les descriptions que vous venez de faire? Votre sentiment? Alors, premièrement, pour essayer, je pense que l'espace public de l'écrivain, ce que j'ai appelé la res publica de l'écrivain, n'a pu exister que parce que c'est un espace qui s'est laïcisé à un moment donné. Absolument. C'est-à-dire que l'émergence de la singularité de l'écrivain a pu se faire dans un espace où effectivement il n'est pas dominé par une seule idéologie, dominé par une seule religion, il y a une pluralité à l'intérieur de cet espace. Est-ce qu'actuellement les conditions sont réalisées pour effectivement que cette mission de l'écrivain, entre guillemets, puisse se poursuivre, d'après vous? Je n'ai pas compris le début de la question. Est-ce que les conditions actuelles de l'espace public ou l'espace plus généralement plus particulier de l'espace littéraire, les conditions sont-elles au rendez-vous pour que cette transmission puisse se faire, puisque c'est de transmission dont il est question finalement? Alors, je pense que tout de même, on ne peut pas dire que nous sommes
je pense qu'il faut distinguer deux choses. Effectivement, il y a ce phénomène massif de ces nouveaux moyens de communication. Nous utilisons. Mais je pense que ça n'a fait que d'amplifier quelque chose qui existait déjà, mais qui était restreint et qui était confiné. C'est ce que j'appelle l'espace du café du commerce, avec toute sa médiocrité, bien évidemment. Je pense qu'il y a toujours eu à côté, effectivement, un espace cultivé, un espace instruit, un espace particulier. Alors, certains vont le critiquer comme étant élitiste, bien évidemment, mais de toute façon, l'accès à la culture qui doit être démocratisé, c'est-à-dire facilité. La culture est en soi toujours, d'une certaine façon, élitiste entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Très bien. La grande particularité de la laïcité, c'est un peu l'étymologie du mot, c'est le laos, c'est-à-dire on s'éloigne du clair. Bien sûr. Du clair au sens clérical. Alors, la particularité, c'est effectivement que l'écrivain est une forme particulière, laïcisée, je crois, du clair, au sens qu'il va, à un moment donné, expliquer, donner à voir, montrer un certain nombre de choses qu'il a peut-être vues avant, qu'il a peut-être par son travail, par son élaboration, mise à la vision, qu'il a permis de faire voir aux autres. Donc là, je pense qu'il y a effectivement une émergence de l'écrivain au sens moderne que nous avons à partir, on peut dire, sa naissance en Europe occidentale. Je vous arrête, mon cher Thierry, on va revenir là-dessus. Mais d'abord, on va justement poursuivre la discussion. On va faire une pause en écoutant un extrait justement de La règle de l'art de Pierre Bourdieu, lu par Francis Coffinet. Alors, Francis, c'est à toi. C'est à vous. Voilà. Donc, Pierre Bourdieu. Je veux en venir maintenant à l'exposé des raisons particulières qui imposent aujourd'hui, avec une urgence spéciale, une mobilisation des intellectuels et la création d'une véritable internationale des intellectuels, attachés à défendre l'autonomie des univers de production culturelle. Je ne crois pas sacrifier à une vision apocalyptique de l'état du champ de production culturelle dans les différents pays européens en disant que cette autonomie est très fortement menacée, ou plus précisément que les menaces d'une espèce tout à fait nouvelle pèsent aujourd'hui sur son fonctionnement et que les artistes, les écrivains et les savants sont de plus en plus complètement exclus du débat public, à la fois parce qu'ils sont moins enclins à y intervenir et parce que la possibilité d'y intervenir efficacement leur est de moins en moins offerte. Les menaces sur l'autonomie résultent de l'interpénétration de plus en plus grande entre le monde de l'art et le monde de l'argent. Merci, Francis. Ben voilà une manière d'introduire Jean-Philippe Domecq. Vous êtes romancier, vous êtes l'auteur d'un cycle de cycles romanesques, Ruse de la vie et la vis et le sablier, où vous explorez un nouveau genre romanesque, la métaphysique fiction. Vous êtes aussi essayiste, un essayiste remarqué, très critique à l'égard des postures de la littérature et notamment de certains écrivains. Le Pen Club français vous a d'ailleurs distingué en vous accordant le Grand Prix de la critique en 2002 pour Qui a peur de la littérature. Alors, que vous inspire, Jean-Philippe Domecq, les propos de Pierre Bourdieu qui datent du début des années 1990? L'extrait, on a vu l'extrait de La règle de l'art. Que vous inspire ces propos? Je rappelle que vous avez aussi des propos similaires concernant le comportement d'héritiers de nombreux écrivains français. Alors, votre sentiment, Monsieur Domecq?
Oui, Fulvio Caccia, et vous aviez d'ailleurs posé la question dans votre propos liminaire de la place de Paris dans ce monde dit global, ou que l'on peut dire, que l'on peut préférer appeler universel, comme le rappelait Thierry Menon. Et justement, On y reviendra, oui. partons de là, partons Oui. de cette interrogation. Je vais me placer plutôt, moi, du point de vue de la réception de l'œuvre, n'est-ce pas, hein, plutôt que du point de vue de l'écrivain. Vous m'avez présenté comme écrivain, mais ce qui me paraît problématique et ce qui me paraît être au cœur de ce que vous avez structuré comme débat, c'est la question de la réception de l'œuvre, de la littérature. Premièrement, une des dimensions les plus fortes qu'ait eu Paris, enfin en tout cas la France, c'est cette politique publique dont Alexis Lorca nous rappelle les actions et qui a été une initiative après la guerre, hein, dans le cadre du programme de la Libération, qui a été une initiative formidable de res publica, comme le rappelait Thierry, c'est-à-dire qu'il y a véritablement eu un investissement public, et c'est une première réponse à la question posée par Bourdieu et à l'état des lieux qu'il a dressé, un investissement public qui a fait que, d'une part, aucun pays n'a autant misé sur la culture et n'a autant misé d'argent public dans la culture que la France, perpétuant ainsi son image de carrefour des cultures et surtout de caisse de résonance, qui a fait que, par exemple, souvenons-nous, Faulkner, par exemple, n'aurait peut-être pas eu le prix Nobel s'il n'avait eu la réception, hein, à l'âge du roman américain, comme disait Claude Edmond Magny, la réception qu'a eu la littérature américaine auprès des écrivains français et de la France. Cette politique publique a été également, vous voyez que la réception agit sur, je rappelle une évidence, mais la réception agit sur la création. Cette politique publique, souvenons-nous, justement dans les municipalités, notamment communistes, a permis de montrer des œuvres et de créer des œuvres, hein, qui étaient parmi les plus innovantes, que l'on peut dire élitistes dans leur forme, sauf que le problème ne se posait plus dans la mesure où précisément il y avait la rencontre entre un public et les créateurs les plus audacieux dans leur innovation formelle. La situation est beaucoup plus difficile maintenant, et Alexis Lorca fait partie de ces gens qui se battent pour que ça se perpétue, beaucoup plus difficile maintenant parce que, précisément, pour des raisons politiques, et là on retrouve l'analyse de Bourdieu, n'est-ce pas, de recul de l'intervention de l'État, de mise en cause des investissements dans tout ce qui est le tissu social et donc aussi dans le tissu culturel, effectivement, les moyens sont de plus en plus restreints. Donc là, il y a un problème, un danger, mais tout de même, quand même, la France garde quand même, pour des écrivains, garde une structure qui est assez exceptionnelle. Il y a quand même un maillage de rencontres, en effet, de rencontres dans les bibliothèques de municipalités, de salons, etc. Il faut le saluer et il faut absolument le préserver. En revanche, la situation est nouvelle, et moi j'ai un propos un peu paradoxal à tenir concernant les nouveaux canaux d'information de la réception des livres. À savoir qu'on dit à juste titre, il y a toute une critique à juste titre menée contre les réseaux sociaux, et dont on a vu d'ailleurs au fond l'acmé, le pluri terrible, avec au fond la logique qui a porté Trump au pouvoir et qu'il a incarné. Mais en France, justement, en raison de son statut, de son image internationale, héritée en plus de la tradition du grand écrivain, hein, souvenons-nous des analyses tout à fait effectives de Paul Bénichou et de cette place de phare que voulaient jouer les écrivains, les poètes du 19e siècle, comme le disait Victor Hugo, ou alors le rôle éminent qu'ont joué les écrivains dans l'avènement des Lumières et de la Révolution. En raison de cet héritage, et vous faisiez allusion à mon analyse à ce sujet, en raison de cet héritage, s'est installée une logique très autarcique, très fermée, qui définit des intellectuels qui n'ont plus la portée des intellectuels autrefois, des intellectuels critiques, pour reprendre aussi les analyses de Bourdieu, mais même toute la fonction dynamique qu'avaient les intellectuels, et qui fait que, finalement, peu à peu,
les organes de presse, c'est notamment la presse journalistique, les suppléments culturels, d'abord se sont restreints, mais aussi sont devenus très fermés par rapport au départ. Ils n'étaient pas au départ. Ce qu'ils ne sont pas, par exemple, en Allemagne. Dans la presse allemande, vous avez ce que j'appelle finalement les intellectuels profonds. J'ai oublié de créer la notion parce que en France, quels sont les intellectuels qui sont le plus écoutés et qui modèlent, hélas, l'opinion? Ils sont tous, sauf la portée critique, ce sont tout uniquement des polémistes, pour dire les choses poliment, quand ce ne sont pas des délinquants intellectuels, hein, comme Zemmour ou Onfray, ou des délinquants intellectuels aussi comme Houellebecq, qui est quand même le rebattet d'aujourd'hui, mais qui a quand même été cautionné par la presse d'une façon très vissée. Comment l'expliquez-vous? Alors justement, par cette autarcie, par ce pouvoir qui s'est peu à peu, comme tout pouvoir, un pouvoir se fige. Donc, la gloriole, si vous voulez, de la France, hein, la France qui jouait ce rôle, Paris capitale culturelle, comme vous le rappeliez, et par ailleurs, l'économique a joué de telle façon que, effectivement, les éditeurs ont été amenés à verrouiller d'une certaine façon l'espace d'énoncé de la critique, des journalistes critiques, et c'est constitué ce qu'on pourrait appeler, oui, là encore en termes bourdieusiens, une caste. Et donc, si vous voulez, les éditeurs sont amenés à jouer sur un certain nombre d'auteurs et il n'y a plus de place pour effectivement… C'est grave, docteur, c'est grave. Oui, alors… Le paradoxe, c'est un constat que j'ai fait, qui n'est pas dû à moi. Ce sont des auteurs qui sont venus, avec lesquels nous sommes en contact, si vous voulez, qui sont venus à moi à cause de mes analyses, justement, et de mes livres, et qui me disaient, et de générations beaucoup plus jeunes, et qui me disaient, mais vous savez, nous, on a compris que les journaux, c'est fini, sur les suppléments culturels, c'est fini. On sait très bien qu'il n'y a rien à en attendre. Et il y a tout un champ de sites littéraires, de sites culturels, et même d'informations qui passent, je suis désolé de le dire, par justement les réseaux sociaux, j'ai regardé, et finalement, les espaces de liberté, je peux en citer un certain nombre. Allez-y. Je dirais par exemple le site des Corps Célestes, la revue Daimon, et il y en a plusieurs comme ça qui finalement que je découvre et avec lesquels je suis mis en contact, mais sans l'avoir voulu, tout simplement en cherchant un espace de liberté et dont nous pouvons tous faire l'expérience, ce qui fait que, contrairement à la logique fatale et interne des réseaux sociaux qui en effet ne veulent entendre parler que de ce qu'ils pensent, c'est le contraire qui se passe, c'est la presse qui produit un langage complètement autarcique, un entre-soi culturel, comme on dirait, et en revanche, c'est dans les réseaux sociaux que nous avons plus de liberté. Et finalement, dans cette liberté, comme il s'agit de livres, ils sont plus tenus à la qualité, ils sont plus tenus à l'argumentation. Donc, si vous voulez, il y a une double logique qui a pivoté et qui me semble créer un paradoxe et finalement un appel d'air là où on ne l'attend pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est royal, que c'est… royal, je préférerais dire… Vous êtes plutôt optimiste alors. Oui. Vous êtes plutôt optimiste. Alors, je vais demander à Gisèle Sapiro, que nous avons déjà rencontrée en 2018, je vais lui demander si elle partage cet optimisme. Je rappelle, Gisèle Sapiro, que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'engagement des écrivains et votre dernier ouvrage s'appelle « Faut-il dissocier l'œuvre de l'auteur ?» Et vous êtes aussi responsable d'un important dictionnaire critique de Pierre Bourdieu. Alors, partagez-vous l'optimisme de M. Jean-Philippe Domecq, Gisèle Sapiro? Seulement en partie. Alors, je voudrais reprendre ce que Bourdieu décrivait dans ce texte. C'était des tendances qui se sont aggravées depuis, avec le mouvement de concentration éditoriale et de fusion-acquisition et la monopolisation croissante de l'espace médiatique par les grands groupes. Alors, on dispose encore en France de niches pour parler de littérature dans la presse ou à la radio, presque plus à la télévision, et pour que les écrivains puissent s'exprimer. Mais dans le monde anglophone, à moins d'être des superstars promus par des agents littéraires, les écrivains sont confinés dans l'entre-soi du monde intellectuel et artistique. Et là, je suis absolument d'accord que de ce point de vue, Internet s'avère être une ressource
pas seulement pour les écrivains, mais aussi pour les petits éditeurs qui tentent de faire entendre une autre parole. Alors, Internet est aussi une ressource pour la formation d'un réseau transnational qui permettrait de donner corps à ce corporatisme de l'universel dont rêvait Bourdieu. Parce qu'en France, la chaîne du livre est encore, mais pour combien de temps, protégée par le prix unique et par le soutien aux librairies indépendantes. Et elle s'est d'ailleurs admirablement relevée de la crise sanitaire, alors que partout ailleurs, Amazon a été le grand vainqueur. Et puis, les instances représentatives des écrivains français ont également été à la tête du combat, par exemple, pour la défense du droit d'auteur en Europe. Et elles ont par ailleurs aussi lutté en France pour que les interventions des écrivains dans l'espace public soient rémunérées comme elles le sont dans le monde anglophone ou en Allemagne, ce qui contribue à leur professionnalisation, car les espaces d'intervention se sont multipliés avec l'essor des festivals de littérature et les activités d'animation qui sont de plus en plus associées aux résidences. Alors, ces espaces, je voudrais en dire un mot parce qu'ils offrent aux écrivains des tribunes alternatives dans l'espace public. Il y en a aujourd'hui en langue anglaise plus de 450, un festival. Cependant, la plupart des grands festivals internationaux tentent à reproduire dans leur programmation les rapports de force inégaux qui structurent le marché mondial du livre entre centre et périphérie, entre monde occidental et non occidental, entre grands groupes et petits éditeurs indépendants, ou entre grosses agences littéraires anglo-américaines et petites agences de par le monde. Et donc la chance pour un auteur d'y être invité va dépendre du poids relatif de ces intermédiaires, parce que la littérature mondiale est aussi malheureusement fabriquée par ces intermédiaires, enfin heureusement et malheureusement à la fois. Et on sait que les invitations en suscitent d'autres. C'est l'effet Mathieu qui avait été décrit par le sociologue américain Robert Merton. Plus on a de succès, plus on a de succès, plus on est traduit, etc. Donc ça, c'est c'est aussi l'expression, cette concentration de la concentration de l'attention médiatique sur un petit nombre d'auteurs. Et il n'en reste pas moins que certains de ces festivals, comme le festival de Berlin ou comme celui créé par le Pen Club américain, World Voices, sont véritablement internationaux au sens de la diversité linguistique également. Et je voudrais aborder cette question, puisque c'était la question sur l'écrivain local et global. Il me semble que les écrivains sont les gardiens du multilinguisme. Et la littérature est la catégorie de livres la plus traduite. Donc, c'est par la littérature que se maintient une forme de diversité linguistique et transfert de langue à l'autre avant tout. Donc, c'est environ la moitié des traductions dans le monde, ce sont des ouvrages de littérature. Et c'est principalement par la traduction donc, que les œuvres littéraires circulent. Il faut cependant avoir conscience de l'asymétrie des circulations entre langue centrale et langue périphérique, selon des analyses. Je ne vais pas revenir sur les analyses, mais je voudrais juste rappeler que seule une politique volontariste peut assurer le maintien d'un certain niveau de diversité culturelle. L'avons-nous, cette politique publique, mais aussi politique éditoriale. J'ai pas entendu, excusez-moi. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Est-ce que nous avons cette politique volontariste? Est-ce que… Oui, en France, on l'a. Enfin, en France, on a non seulement une politique d'extraduction, mais une politique d'intraduction. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un des rares pays qui a une politique de soutien aux traductions en français de littérature contemporaine. Mais évidemment, ça ne suffit pas à assurer. Donc, je pense qu'il faut aussi au niveau international. Alors, je sais que le Pen Club fait des choses en cette direction, et ce festival du Pen America, il a été créé en fait pour contrer les 3%. C'était à l'initiative de Esther Allen sous la présidence de Salman Rushdie. Il a créé un festival. Il a aussi créé un prix de traduction pour revaloriser la traduction aux États-Unis, parce que aux États-Unis, les traductions étaient complètement dévaluées. Alors, il a fallu changer de nom, appeler ça International Literature pour revaloriser les traductions. Alors, je voudrais quand même rappeler que on parle tout le temps de la mondialisation, de la globalisation, etc. Mais si on regarde en fait les chiffres, dans les années 80, 45% des livres traduits dans le monde provenaient de l'anglais. Ce taux est passé à près de 60% dans les années 90.
Donc, sous couvert de globalisation, en fait, il y a une réduction de la diversité des échanges. Et je voudrais dire qu'on peut se réjouir que la féminisation et la diversité ethnique… je demanderai à la personne qui téléphone de couper son micro, s'il vous plaît. Oui, j'entends un bruit de fond. Merci. Oui, si je peux juste… Oui, alors donc, je veux dire, on peut se réjouir de la féminisation et de la diversité ethnique croissante de la littérature mondiale depuis les années 90. Donc ça, je pense que c'est un point très important. Mais en même temps, je pense que ça ne garantit pas nécessairement une diversité linguistique des échanges. Que faudrait-il faire? Alors voilà, alors je pense que cette diversité, si vous voulez, on a une diversité de genre et de gender et ethnique croissante, mais en même temps, ce que cette diversité masque, c'est la centralisation en fait des éditeurs et des agents littéraires dominants dans les grandes villes comme New York, Londres, Berlin et dans une moindre mesure Paris. Et ces intermédiaires fabriquent en fait les figures de la littérature mondiale. Alors en même temps, il y a quelques, et c'est de cela que je voulais parler, il y a quelques, par exemple, des festivals internationaux, comme j'ai cité le Pan American, mais je voudrais citer celui de Berlin aussi, qui tente de contrecarrer ces tendances en diversifiant les origines géographiques et les langues des auteurs invités. Ils offrent aussi une tribune alternative, et ça touche l'autre point qui est en débat, non seulement pour parler de littérature, mais aussi pour intervenir dans l'espace public. Donc je pense que ces festivals, ils créent une sorte de sphère publique alternative. Alors, je voudrais donner un exemple, parce que la politisation des thèmes de ces festivals illustre en fait la fonction croissante de ces festivals comme arène de construction d'une sphère publique transnationale alternative. Et ils mettent en avant une dimension critique qui est étroitement liée à la figure de l'écrivain comme porte-parole de son pays et comme intellectuel prophétique et porte-parole critique, bien sûr. Donc, cette figure de l'écrivain engagé a décliné en France et en Occident depuis la mort de Sartre en 1980, dans une conjoncture de division du travail intellectuel, de montée de l'expertise, tandis que la place de la littérature dans l'espace médiatique tend à se réduire comme peau de chagrin. Mais ces festivals offrent un nouvel espace de débat critique qui donne voix non seulement à des hommes blancs occidentaux, mais de plus en plus aussi à des femmes et à des auteurs, eux, issus de cultures non occidentales. Et je voudrais donner un exemple, donc, terminer sur un exemple du Festival de Berlin. Donc, par exemple, lors de la 17e édition en 2018, son directeur Ulrich Schreiber se flattait qu'il soit le plus international des festivals internationaux de littérature. Il y avait environ 200 auteurs en provenance de plus de 40 pays au programme. La présentation sur le site soulignait que le festival n'a pas pour objectif premier le divertissement, mais la promotion de la démocratie et de la liberté d'expression, valeurs qui sont actuellement, disait-il, menacées dans nombre de régions du monde, la Turquie comprise. Donc, c'était un moment aussi, l'Union européenne ne critiquait pas ouvertement la Turquie parce qu'on voulait que la Turquie soit le lieu d'acceptation, enfin, on négociait pour que ce soit le lieu d'acceptation des réfugiés. Et en fait, voilà, dans ce festival, chaque année, un écrivain, une écrivaine est invité à ouvrir le festival avec un discours qui est généralement un discours politique. En 2009, il y avait l'écrivaine indienne Arundhati Roy, qui est une intellectuelle engagée, qui est opposante au gouvernement de son pays, qui avait intitulé sa conférence Democracy's Failing Light, et elle se demandait ce qui était arrivé à la démocratie dès lors qu'elle avait fusionné avec le libre marché en un unique organisme prédateur doté d'une étroite imagination circonscrite à l'idée de la maximisation du profit. C'est ma traduction. Et il y a un extrait de ce discours qui a été lu lors de la Worldwide Reading Event Against Populism le 7 septembre 2016. Et alors ça, c'est un événement que je voulais citer aussi dans cette assemblée qui se tient en Allemagne, en Finlande, en Lituanie, en Croatie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et aux USA. Donc en même temps, alors je ne sais pas s'il y a une antenne française de ça. Ça a été lancé en 2006 par la Fondation Peter Weiss pour la culture et la politique en lien avec le Festival international de Berlin. Comment ? Dites-moi, oui, donc vous êtes assez confiante. C'est une approche, disons, plus anglo-saxonne, plus nordique de l'espace public littéraire. Je ne dirais pas que c'est une approche forcément anglo-saxonne, puisque là, l'exemple que je donnais, c'est plutôt le Festival de Berlin, qui essaie justement d'opposer une autre conception de
où justement que ce ne soit pas que la promotion et la vente voilà, des ouvrages. Bon, évidemment, il y a autre chose dans les festivals anglophones, mais d'ailleurs, il ne m'a pas échappé que le Pen Club, la section française du Pen Club avait coopéré avec le festival Atlantide il y a quelques années. Donc, je sais que voilà, donc je pense que c'est intéressant de développer ces relations. Ça continue, ça continue. Je voudrais seulement vous dire que ça continue. Ah, bah tant mieux alors. Bien, mais justement, parlant du Pen Club, alors avant de donner la parole à Antoine Spire, qui est le président du Pen Club français, est-ce que si vous deviez donner une appréciation du Pen Club français dans l'espace public et notamment dans l'espace littéraire, une appréciation générale bien sûr, surtout cette année, au moment où il célèbre son 100e anniversaire, que diriez-vous? Nous sommes tout oui. Qu'est-ce que vous diriez de la place, du rôle du Pen Club dans l'espace littéraire français et aussi global, mondial, global dans le sens, évidemment, je ne l'envisage pas du point de vue économique nécessairement. À vous. Oui, alors bon, évidemment, je n'ai pas mené d'enquête sur le Pen Club. J'aimerais beaucoup parce que ça m'intéresse et que je m'intéresse à ces instances transnationales. C'est l'objet de mon prochain livre. Donc je suis très ouverte à discuter de ces choses-là et à avoir plus de matériel que ce que vous avez eu l'amabilité de m'envoyer dans l'après-midi. De ce que j'ai pu voir des dernières lettres d'information, ce que je peux dire, c'est que bon, je connais bien la fondation, les origines du Pen Club, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'entre-deux-guerres, mais de ce que j'ai pu voir, je pense que la section française du Pen Club joue un rôle très actif pour la défense des écrivains et journalistes en danger dans le monde, et non seulement par des communiqués de soutien et en leur donnant voix lors de lectures publiques, mais aussi par des interventions concrètes pour les aider à sortir de leur pays et à obtenir l'asile. Donc ça me paraît vraiment correspondre à la mission première en fait du Pen Club et que aucun autre organisme vraiment exerce. Comment? Oui, non, mais son rayonnement, son influence dans l'espace littéraire? Alors ça, son influence dans l'espace littéraire, c'est vous qui pouvez me le dire parce que vous êtes membre. Bon, moi, je me suis intéressée vraiment à ces missions et donc aussi la question de la liberté d'expression qui me paraît importante. J'ai regardé un peu les débats autour de la loi Avia et je pense que c'était vraiment des débats intéressants et importants. Donc le projet de loi sur les discours de haine dans les réseaux sociaux, qui est un débat compliqué, qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel, mais avec des arguments intéressants aussi. Voilà, donc il me semble que ces deux activités sont conformes à ces missions et l'inscrivent aussi dans ce corporatisme de l'universel que préconisait Bourdieu. Alors je pense que les réflexions très riches et les actions concernant l'immigration, et j'ai vu que le PAN international est partenaire des villes refuges, le multilinguisme, la traduction, tout ça relève également des missions du Pen Club. Alors je me demandais s'il y avait à faire des suggestions sur ces plans-là, qui est la question de l'intervention intellectuelle. Est-ce qu'il n'y aurait pas une alliance à faire avec d'autres programmes? Moi, je participe par exemple au programme Pause du Collège de France pour l'accueil des chercheurs en danger. Et d'ailleurs, au moment où on avait fait un événement, on avait aussi invité, il y a un programme équivalent pour les artistes. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas se joindre nos… Voilà. Je ne suis pas organisatrice, je fais partie du comité, mais je peux relayer des propositions. Voilà. Et alors, j'ai pas réussi à avoir, parce qu'il n'y a pas, le site est en refonte, mais je me demandais s'il y avait un prix de traduction décerné par le Pen Club, comme celui du Pen américain, qui pourrait aller dans le sens de ce rôle que le Pen Club a pour favoriser le multilinguisme et la traduction. Merci, Gisèle Zapiero. Justement, je vais poser la question au président du Pen Club français, Antoine Spire, qu'on ne présente plus, écrivain, journaliste
éditeur, auteur du dictionnaire critique du judaïsme notamment, et observateur acéré de la scène littéraire française. Alors, que répondez-vous à Gisèle Sapiro et Je vais d'abord dire à Gisèle Sapiro que nous sommes quand même relativement petits pour répondre à toutes les exigences et tous les objectifs qu'elle discerne à merveille. Théoriquement, tout ce que vous avez dit fait partie de notre champ que nous devons explorer. Mais enfin, nos moyens sont faibles et si le dynamisme est grand, si, disons, la motivation est considérable, il n'empêche que, disons, que nos moyens ne sont pas au niveau de la tâche. Alors, cependant, je retiens l'idée d'alliance, ce que vous avez dit, avec d'autres institutions. Je crois que tout ce que nous pourrons faire pour essayer de développer ces alliances, pour travailler avec d'autres institutions littéraires, ça a une très, très grande importance. Et moi, je voudrais vous encourager à continuer dans le sens que vous venez de proposer, c'est-à-dire cette rencontre entre le Collège de France et ce que pourrait offrir le Pen Club, parce que de notre point de vue, ça peut être très intéressant et il peut y avoir effectivement au fond, une activité symbiotique extrêmement, extrêmement riche. Et moi, je voudrais dire quelques mots, si vous le permettez, sur ce qui a été dit avant, c'est-à-dire dans le cadre de l'articulation entre multilinguisme et espace public. Moi, j'ai pensé à la situation de l'écrivain individuellement. Je sais bien que vous avez une pensée beaucoup plus globale. Moi, je voudrais d'abord savoir, au fond, ce qui est à l'origine des motivations de l'écrivain pour essayer de se trouver à l'articulation du local. Alors, 100 000 fois d'accord avec Mény, pas du local et du global, mais du local et de l'universel, évidemment. Je reviendrai tout à l'heure sur la critique du global, parce que à l'universel, je propose de substituer momentanément un concept sur lequel je vais revenir, qui est le concept de cosmopolitisme, qui me paraît, pour moi, pour l'instant, peut-être moins ambitieux que celui d'universel. Alors d'abord, je voudrais constater que tout le monde l'a dit, mais la pandémie a quand même restreint l'espace public. Ce qu'on est en train de faire en est un témoignage absolument extraordinaire. Si vous voulez, on se contente d'une juxtaposition de discours, c'est très sympathique, mais l'interlocution est difficile, le dialogue est difficile, et au fond, on est dans des situations difficiles. C'était déjà le cas. Souvenez-vous, le Habermas disait, lorsqu'il déplorait la restriction de l'espace public, il n'avait pas tort, et on était avant la pandémie. Je dirais que les réseaux sociaux, dont on a montré, et je suis d'accord avec Domecq pour dire qu'il y a quelque chose de contradictoire, de paradoxal dans les réseaux sociaux. À la fois, ils ont contribué à enfermer chacun dans sa bulle communautaire, et en même temps, en multipliant les échanges, en les diversifiant, ils ont fait faire des progrès, ils ont donné des opportunités. Ils ont donné des opportunités, mais en même temps, ils ont conduit la danse en cantonnant tout un chacun dans une sphère déjà connue que les logiciels organisent. Et surtout, je dirais que le nombre de liens n'implique pas forcément, loin de là, l'approfondissement de la communication. Et puisqu'on parlait de littérature, lieu de littérature dans les réseaux sociaux, franchement, moi je veux faire des concessions à Domecq sur les lieux qu'il a cités. Corps Céleste, bravo, j'ai à lire un texte de Domecq tout à fait intéressant. Mais enfin, voyons, soyons sérieux. Qu'est-ce que ça pèse à côté des grands éditeurs et de la grande diffusion? Et qu'est-ce que ça pèse à côté de la banalité des réseaux sociaux, pour ne pas dire de leur indigence, lorsqu'il s'agit des échanges entre les individus? Alors, moi, j'ajouterais même En attendant Nado, par exemple. Si vous regardez la revue En attendant Nado, c'est maintenant aujourd'hui, pour tous ceux qui s'intéressent à la littérature, sans doute la meilleure revue de critique littéraire, et elle est sur le net. Alors vive le net pour En attendant Nado. Mais si vous voulez, on ne peut pas réduire le net, hélas, à En attendant Nado, parce qu'En attendant Nado, c'est une revue magnifique, mais bon, Matricule des anges en est autre écrite, mais voilà les revues littéraires que nous avons aujourd'hui. Et si vous voulez, lorsque je vais voir mon libraire, c'est à peine s'il sait que ces deux revues existent. Alors, c'est là où on voit que la circulation de la pensée générale concernant les médias littéraires et la réflexion sur la littérature et la critique littéraire ne fonctionne pas suffisamment. Alors, moi, je voudrais dire maintenant au comportement.
je vais vous rendre compte de mon expérience de journaliste culturel. Moi, ça fait 50 ans que j'exerce ce métier. Et il est de plus en plus difficile d'organiser des débats réellement intéressants entre intellectuels, entre écrivains. Pourquoi? Alors, vous citez les grands festivals, etc. D'accord. On y fait quelquefois des débats intéressants qui durent 1 heure au maximum. Mais si vous voulez, je vois bien ce qui se passe dans les émissions de radio ou de télévision. Les écrivains sont réduits à 5 ou 10 minutes. Et quand ils sont réduits à 5 ou 10 minutes, on les oppose à quelqu'un qui n'est quelquefois même pas écrivain, qui est un écrivain, et où on ne parle pas de littérature, on parle disons, de choses superfétatoires, d'une mousse littéraire qui n'a rien à voir avec la réalité concrète de la littérature et de ce qu'elle est véritablement. Or, si on veut réfléchir et si on veut échanger, je dirais que les vraies controverses sont indispensables, les vraies controverses littéraires sur la littérature, sur son rôle, sur ce qu'elle indique comme perspective. Et alors là, je voudrais dire que chaque langue formate une pensée. On l'avait déjà dit dans les séances qui ont précédé. Et une autre langue devrait avoir les moyens de s'enrichir de ce formatage différent de la pensée. Ça suppose évidemment un échange avec les traductions, avec les traducteurs. Vous avez dit, Gisèle Sapiro, l'importance de la traduction. Moi, je suis d'accord, hein, il faut que le Pen Club crée un prix de la traduction. Nous avons déjà une branche traduction avec David Ferré, qui s'occupe de tout le monde hispanique et qui s'intéresse de très près et qui travaille avec sa maison d'édition, Actualité Édition, à l'édition de langue espagnole. Bon, mais ça ne suffit pas, il faut qu'on fasse la même chose pour beaucoup d'autres langues. Et en conséquence, il faut que la traduction soit promue par le Pen Club de façon systématique. C'est le cas aux États-Unis, il faut que ce soit le cas aussi chez nous en France. Et alors là, je voudrais dire que l'affrontement des identités culturelles différentes est utile. Les problématiques qui sont insoupçonnées, qui apparaissent à travers une langue différente. Moi, je suis très sensible, si vous voulez, lorsqu'on lit un livre qui a été écrit dans une langue qui n'est pas la nôtre et qu'il est traduit, on voit quelquefois apparaître des problèmes qu'on ne connaît pas dans notre langue ou qui n'apparaissent pas dans notre débat public. Donc, évidemment, l'internationalisation du débat public est utile. Alors, internationalisation, oui. Moi, je penche pour cosmopolitisme parce que je pense que le cosmopolitisme, ça signifie au fond l'intérêt systématique à toutes les cités, quelles qu'elles soient, pour que le dialogue s'engage de cette façon. Je l'opposerai au multinational, parce que le multinational, c'est quelque chose de raplati, c'est quelque chose qui ne renvoie pas à la police, à la cité elle-même, et qui ne renvoie pas au fond au contenu de l'activité culturelle, mais qui est à fleur de peau des réalités. Et c'est en cela qu'à mon avis, le multinational est insuffisant. Alors en face de ce multinational insuffisant, en général, les écrivains se croient comme seul domaine le local. Et ils croient qu'ils peuvent au fond se retrouver sur le local. Or, je crois que l'intérêt du cosmopolitisme, c'est l'articulation du local avec ce qui n'est pas lui. L'articulation du local avec l'étranger, avec l'autre, avec toute la problématique de l'autre qui est absolument indispensable. Et en littérature, la médiation entre le local et le cosmopolitique, c'est bien évidemment la traduction qu'il faut promouvoir. Et pour revenir à l'intervention de la maire adjointe de Montreuil, je dirais qu'une vraie citoyenneté, dans une société mélangée comme la nôtre, impose de donner l'accès le plus large possible au patrimoine culturel dans leur diversité. Alors, elle a parlé d'un certain nombre de patrimoines culturels en disant que chacun en a, etc. D'accord, mais enfin, il faut qu'à l'école pénètre la littérature. Et quand je dis la littérature, celle d'expression française, par exemple, pour commencer seulement par celle d'expression française. Celle d'expression française qu'on ne réduirait pas au classique. Je suis absolument sidéré en voyant l'éducation que reçoivent en littérature mes petits-enfants, de ce qu'on ne leur dit jamais un mot de la littérature contemporaine. Jamais. Moi, je pense que la littérature française contemporaine est formidablement riche, contrairement à tous ceux qui ne la lisent pas, parce que j'ai le bénéfice et le profit de ne rien faire d'autre que de lire de la littérature. Et donc, évidemment, je lis la littérature contemporaine. C'est extraordinaire. Moi, je parle de joyaux, c'est extraordinaire, les perles que nous avons dans cette littérature française contemporaine. Eh bien, qu'on la discute dans les écoles
à Montreuil, puisque vous avez parlé de Montreuil, qu'attend-on pour faire venir les écrivains les plus modernes qui soient et qui ont quelque chose à dire aujourd'hui de la modernité qui séduira les jeunes. Et puis pour la littérature, attendez, je termine juste sur la littérature étrangère, et pour la littérature étrangère, qu'on ne se cantonne pas à la littérature anglo-américaine et qu'on aille chercher, parce que regardez les pages des journaux. Alors je sais bien, Domecq nous a dit c'est le passé, ça n'existe plus, c'est quasiment résiduel. D'accord, mais c'est quand même important, c'est un signe. 90% des articles sur la littérature étrangère concernent des articles concernant la littérature anglo-américaine. Il faut que la littérature serbe, il faut que la littérature japonaise, il faut que la littérature indonésienne, mais qui les connaît ces écrivains? Alors nous, on ne fait que ça, donc on les connaît évidemment, mais ce serait formidable que ces écrivains puissent pénétrer à l'intérieur des écoles et puissent être discutés par les professeurs. Et je crois que l'enjeu est considérable, parce qu'ouvrir la jeunesse à l'ensemble de la littérature pour percevoir comment la réalité s'y reflète, mais aussi, je dirais, comment la pensée chemine à travers la diversité langagière, ce serait vraiment extraordinaire et excellent. Merci Antoine. Alors, j'aimerais parler, si c'est possible. Oui, je sais, je me doute. Allez-y, Jean-Philippe, et puis Gisèle Stapiro, et puis je voudrais aussi interroger Madame Lorca, qui est maire adjointe à une ville, dans une ville, Montreuil, qui est sans doute la fabrique de la culture, justement, cette culture européenne qui advient. Jean-Philippe, à vous. Oui, je voulais juste préciser, parce que mon propos était synthétique, rapide, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas cité deux noms uniquement. Ce dont il faut prendre conscience, Antoine, c'est qu'il y a des réseaux, si vous voulez, entre les sites littéraires et par les réseaux sociaux, qui font que les lecteurs, les amateurs de littérature, se repèrent et savent où il y a des sites qualitatifs. Et il y en a un certain nombre comme ça déjà en France, où l'on sait, ou que finalement ici s'exerce le filtre qualitatif qui ne s'exerce plus ou très très mal dans les journaux. Alors, je ne suis pas en train de balayer la presse écrite, bien au contraire, il faut la lire, il faut compter sur elle, mais il y a une différence absolument colossale entre, on va prendre deux suppléments littéraires de deux journaux prescriptifs, entre le monde des livres et le Times Literary Supplement. Il y a une ontologie, il y a une ouverture et il y a un sérieux dans l'analyse, et il n'y a surtout pas, justement, une logique de monopole. Et je donne un exemple du fait qu'il y a une transfusion qui se fait via les réseaux sociaux. Je donne un exemple concret qui m'avait frappé. Lorsque d'Ormesson, tout de même, eut le droit à des honneurs nationaux par Macron, il faut dire que Macron a fait deux gestes culturels. Il a donné les grands honneurs à d'Ormesson et la Légion d'honneur à Houellebecq. Donc c'est extrêmement significatif. C'est tout ce qu'il a fait sur le plan culturel. Bien. Et lorsqu'il y a eu cet hommage à d'Ormesson, qui est extrêmement révélateur dans le discours de Macron, le traducteur de Dostoïevski, Markovitch, avait publié une tribune sur son site Facebook qui a été suivie énormément et qui est très suivie. Au point que le journal Le Monde, qui avait fait des suppléments littéraires sur d'Ormesson tout l'été auparavant, comme il en avait fait sur Houellebecq, etc., occupant des pages qui font des véritables livres sur des auteurs qui sont tout à fait inintéressants, et qui recouvre en effet la production littéraire dont vous parlez, Antoine, par ailleurs, eh bien, finalement, le journal Le Monde a demandé à Markovitch de reprendre sa chronique et de publier son article, qui était un article absolument excellent. C'est-à-dire que c'est la même chose que ce que vous dites sur la télévision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, pourquoi la télévision ne serait pas un lieu de débat, en effet, littéraire, mais il y a de moins en moins cette interlocution. Donc, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas non plus dire il se passe des choses si formidables que cela. Je crois qu'il faut prendre conscience d'une situation spécifique de la France. C'est ce que d'ailleurs Fulvio interrogeait au départ, et qui n'est pas si positive que cela. Et à laquelle le Pen Club peut évidemment considérablement remédier par sa dimension internationale. C'est précisément l'objet de cette rencontre, de ce colloque. Alors, qui voulait prendre la parole aussi. Qui? Prendre la parole. Vous voulez prendre? Tu veux prendre? Estre voulait prendre la parole.
Ah oui, alors, allez-y, qui veut intervenir? Allez-y. J'ai pas entendu le nom, hein, excusez-moi. Sylvestre voulait prendre la parole. Sylvestre. Merci. Sylvestre. Merci. Oui, j'ai beaucoup apprécié toutes les interventions. Elles ont correspondu à leur objet et j'ai remercié les intervenantes et intervenants. J'ai apprécié beaucoup de choses, notamment ce qu'a dit Gisèle Sapiro. Le PN Club, effectivement, a toute cette vocation. Il tend à la réaliser avec, comme a dit notre président Antoine Spire, peut-être un manque de moyens parfois un peu cruel, mais en tous les cas, la volonté y est et les efforts sont là. Alors, j'ai apprécié les distinctions faites par Thierry Mény. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est la posture de l'écrivain, quel que soit le lieu dans lequel il est invité. Il y a des écrivains quand même, beaucoup de poètes parmi eux d'ailleurs, qui sont un peu des globetrotters. Il existe de par le monde une foultitude de festivals de poésie mondiaux, en fin de compte, où se rencontrent des poètes du monde entier, de différentes langues. À cette occasion, j'ai pu notamment rencontrer l'un de nos prix Nobel, Jean-Marie Gustave Leclésio. On peut dire que l'écrivain, finalement, touche à l'universel lorsque, dans sa singularité même, c'est le mot singularité qui me plaît, plutôt que local, dans sa singularité même, l'écrivain atteint à l'universel parce qu'il ne cherche pas l'immortalité, comme l'a dit dans un très bel article Fulvio Caccia, paru dans une revue La Sœur de l'Ange. Il essaye de creuser en profondeur sa langue pour pouvoir, en tant que citoyen du monde, j'aime ce terme, parler finalement aujourd'hui, mais demain encore. Donc, excuse-moi, Sylvestre, tu peux remonter ton écran, qu'on voit juste oui, ton nez là. D'accord, voilà. excusez-moi. Oui. Voilà, Et donc, je pense que tout ça est appréciable. Et alors, les partenariats entre différents grands festivals, comme nous l'indique Gisèle Sapiro, sont très intéressants. Nous serions très heureux d'ailleurs de nous connecter à ces festivals et ces groupes dont elle nous a parlé. Nous sommes déjà pour Atlantide et pour Festival Voix Vive en Méditerranée et pour le Festival des poètes du monde latin qui a lieu au Mexique chaque année où toute la latinité et la francophonie se rencontrent. Alors, je pense que c'est ce qui est très important, mais je pense que Fulvio, tu me réserves plus tard, dans 2 secondes, quelques minutes, pour que je revienne sur des œuvres de poètes qui, justement, se réfèrent à ce que nous avons vécu dans les 2 conférences précédentes, la façon d'habiter la langue. Donc ça, je le ferai peut-être quand tu me donneras la parole. Oui. Mais je voulais juste m'arrêter là et ensuite écouter et je reprendrai quand tout à l'heure tu me donneras la parole. Merci. Très bien, très bien. Voilà, on va ouvrir les débats puisqu'il y a des gens qui nous écoutent de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, il y a David. David voulait également prendre la parole. Très bien, mais j'aimerais aussi ouvrir à d'autres, s'ils le souhaitent, à ouvrir à des intervenants qui viennent d'ailleurs. Je pense qu'il y a... Est-ce que je peux juste dire une chose en attendant? Oui, allez-y. Rapide. Oui, merci pour toutes les réactions. Et je voudrais juste revenir, parce que j'ai été très intéressée par la discussion sur universalisme, cosmopolitisme. Je pense que ça mériterait d'approfondir quand même, parce que la question de, disons, de récit, fait qu'on ait des formes de récits communes universelles, ne résout pas complètement la question de la circulation des formes, Absolument. qui est historiquement attestée. Le roman a circulé, c'est mélangé avec des je fais une conférence là-dessus demain, alors c'est amusant, mais et donc et là ça rejoint la question qu'a posée Antoine Spire de la diversité des langues, des cultures et des traditions culturelles, et je pense que c'est un débat passionnant, et je pense alors c'est ce que font ceux qui promeuvent la traduction, par exemple, comme le American Pen Club, Esther Allen, tout ça, c'est de s'opposer à une world literature en anglais où il y aurait une seule forme de narrative qui s'est imposée, mais qui d'ailleurs n'est pas spécifiquement anglaise, qui est une forme qui est devenue commercialement valorisée depuis les années 50-60 et qui rejette en fait tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre parce que c'est moins commercial, moins vendable. Et donc là, je pense que c'est là que le Pen Club a une vraie réflexion
réflexion à apporter sur cette diversité, y compris des formes narratives, et puis de dire la littérature, c'est pas seulement du narrative, c'est pas seulement du récit, quoi. C'est aussi des formes, c'est aussi du style, de la langue et de la réinvention de la langue. Enfin voilà. Et je voulais rebondir parce que ça rappelle un peu ce que disait le Kundera dans un de ses essais, Le Rideau, où il disait l'histoire supranationale des genres littéraires est aussi fragile que la démocratie, et qu'aujourd'hui, en fait, dans sa conclusion, il disait attention, on va vers l'appauvrissement, vers la répétition du même, et l'histoire supranationale des genres littéraires va s'atrophier tranquillement. C'est ce à quoi nous assistons. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité donner cette ampleur à cette rencontre, pour qu'on débatte justement, qu'on ait des controverses sur la valeur de nos littératures. Et évidemment, le lieu par excellence, ce serait justement de confronter, à travers un cosmopolitisme bien tempéré, ces regards divers, ces regards croisés. Eh bien, nous arrivons… David Ferré a demandé la parole, puis Alexis Lorca. Très bien. Alors, je vais demander d'abord, David, tu patientes un peu, je vais demander à Alexis Lorca, qui est donc maire adjointe à la culture des villes où on fabrique notamment cette culture européenne, et non pas seulement française, car si Paris expose, c'est à Montreuil, des villes comme Montreuil, qu'on la fabrique, cette culture. Alors, Madame Lorca. Oui, je voulais juste répondre à Antoine Spire, bien évidemment que ces rencontres se font via nos bibliothèques avec la littérature contemporaine et avec des auteurs français, mais pas que français, et pas qu'anglo-saxons non plus. Donc ça, c'est un travail qui est fait depuis déjà très longtemps dans nos bibliothèques. Après, dans les écoles, on ne peut pas se substituer à l'éducation nationale. On fait déjà pas mal de choses à la place de l'État, mais là, on n'a pas possibilité de se substituer à l'éducation nationale. En revanche, on propose dans les écoles des résidences, et notamment des résidences avec des écrivains, avec des artistes. Après, libre aux écoles, on va même jusqu'au collège et au lycée avec d'autres dispositifs, même si ce n'est pas dans les compétences des villes. En tout cas, on propose, libre à eux de pouvoir accepter. Mais en tout cas, nous, on fait en sorte de mettre en lien et de faire en sorte que nos enfants, dès le plus jeune âge, puisqu'on commence les résidences dans nos crèches, rencontrent des artistes, des auteurs, dès le plus jeune âge et pendant toute leur scolarité. Voilà ce que je voulais dire. Après Montreuil, alors, on fabrique pas qu'à Montreuil, mais c'est vrai que nous sommes des villes où on accompagne les artistes et la création de façon, je dirais, à ce qu'ils puissent, notamment les jeunes, il y a beaucoup de jeunes arrivent à Montreuil, c'est toujours été le cas, qu'ils puissent créer dans un… qu'ils puissent avoir de l'audace, qu'ils puissent oser la transgression, qu'ils puissent se planter, qu'ils puissent… Voilà, à travers des résidences, à travers l'ouverture de notre théâtre municipal à ces jeunes compagnies, par exemple, et à ces jeunes auteurs, où ils peuvent créer, ils peuvent se confronter une première fois à un public, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent revenir dessus. Moi, je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait encore des territoires qui puissent permettre ça, c'est-à-dire permettre la rencontre d'abord entre des artistes qui ne viennent pas qui ne sont pas de mêmes origines, ça à Montreuil ça se fait, et qu'ils puissent avoir des espaces de liberté où ils puissent créer. Alors c'est pas toujours le confort le plus absolu, mais nous ne sommes pas une ville de vitrine et de diffusion. On diffuse un peu, mais très peu par rapport à ce qu'on pourrait faire. On préfère accompagner la création et la rencontre avec les publics et avec des cultures différentes. Merci. David, merci. David, vous avez la parole. Merci Fulvio. Bonsoir tout le monde. Je vais être très très bref. Juste peut-être deux précisions quant à la question de la traduction et de la diversité linguistique. Alors peut-être plus précisément pour répondre, je ne sais pas, mais pour donner une continuité aux propos de Gisèle Sapiro, mais de tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent.
mais qui n'a pas été nommé comme tel. Je crois que quand même la question de la traduction est en train aussi de devenir très à la mode, et donc c'est un danger pour les traducteurs et les traductrices de faire de la traduction le seul enjeu de la circulation des œuvres, bien que je sois convaincu que cela passe par la traduction, mais c'est un danger qui peut être réel par rapport en tout cas à l'appareil de production éditoriale des grands groupes. Hein. Traduire pour un grand groupe, pour un traducteur, c'est impossible en général, ou une traductrice. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est la question des genres. La littérature, il faut rappeler que c'est plusieurs genres. C'est la poésie, ce sont les essais, ce sont les romans bien sûr, et que la question vraiment de la diversité linguistique, ça passe aussi par la distinction des genres littéraires en eux-mêmes. Et je crois qu'on n'insiste pas suffisamment sur ce point-là. Et le dernier point, c'est que l'Open Club, effectivement, depuis le mois de décembre, a en chantier, mais nous avons beaucoup de chantiers, l'élaboration d'un prix de la traduction. Mais plutôt que d'un grand prix de la traduction, je crois qu'il serait intéressant de réfléchir à des petits prix de la traduction. Parce que la traduction, ce sont des individus, et par conséquent, ce sont des vies minuscules, pour citer Pierre Michon, et que plutôt que d'être dans un rapport pyramidal avec les grands traducteurs qui remportent la palme de grands jurys, il serait peut-être temps de présenter des mosaïques de traducteurs et de traductrices qui remporteraient des petits prix et ensemble formeraient une réelle diversité linguistique. Voilà, c'était les petites précisions que je souhaitais. Merci David. Y a-t-il d'autres questions? Pas de... Je voudrais juste répondre à David sur un tout petit point. Oui, rapidement. Parce que quelque chose est à la mode, si la traduction devient à la mode, que c'est forcément qu'il faut forcément s'en méfier. Si la mode porte la traduction, tant mieux pour la traduction. Moi, il me semble que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, on puisse utiliser la traduction. Quand tu te méfies de la traduction, est-ce que tu veux dire par là qu'il faut aussi aller voir le texte original? Je suis 100 fois d'accord avec toi, mais pour qui est-ce possible? Là, on parle, si tu veux, de l'espace public. L'espace public, c'est tout le monde. Et pour tout le monde, bien évidemment, la traduction, c'est le seul moyen d'aller voir ce qui est écrit dans une langue à laquelle la plupart des gens n'ont pas accès. Oui, Antoine, bien sûr. Merci. On va continuer ce débat entre nous. Je peux juste dire un mot qui concerne quand même notre... Parce que ce qui se développe énormément, c'est quand même la traduction automatique. Hein, et c'est ça qui intéresse beaucoup les grands groupes. Et donc là, dans les écoles de traduction, j'ai participé à un colloque cet été. En fait, on forme maintenant les traducteurs à être des assistants des machines, en fait. Voilà. Donc, ça pose plein de questions qui, à mon avis, il faut suivre de très près. Ça modifie le statut de l'écrivain qui peut passer d'une langue à l'autre. S'il maîtrise un peu les langues d'accueil, il peut devenir un écrivain véritablement cosmopolite au sens plein du terme, puisqu'il peut changer d'une langue à l'autre. C'est une question que je me pose personnellement. Voilà. Alors, on est à la veille de la... Aussi. Thierry Mény voudrait intervenir. Oui, mais vous voulez... Alors, très brièvement, Thierry, puisqu'on a bientôt dépassé. Je réagis à très brièvement. ce que vient de dire Gisèle Sapiro, parce que c'est effectivement une catastrophe, cette affaire de traduction automatique. Pourquoi? Parce que c'est formidable, ça peut être un milieu, une ouverture formidable. La langue, ce n'est pas que ce que voudraient faire croire certains, un véhicule de transmission de choses, c'est une épaisseur. Bien sûr. C'est une épaisseur, et cette épaisseur, vous le savez très très bien, il n'y a aucune machine en l'état actuel, bien évidemment, le progrès est toujours possible et il existera sûrement, qui soit capable de percer cette épaisseur de la langue, qui est une épaisseur gigantesque pour tous ceux qui se sont un peu penchés sur une langue quelle qu'elle soit. Elle a une profondeur, la langue, une profondeur historique, une profondeur sémantique, une profondeur lexicologique, qu'actuellement, ces traductions-là. Et ça va bien avec ce phénomène, ce que disait David tout à l'heure, David Ferré, c'est que
effectivement, il ne faut pas mélanger, du moins il faut rester assez fermement sur les positions, que tous les écrits ne sont pas de même nature, qu'il y a des classifications dans les écrits et qu'il y a la notion de genre littéraire quand même bien travaillée par l'Antiquité grecque et Aristote et d'autres, est quelque chose qu'il faut quand même avoir quand même derrière. Et ensuite, il y a tout cet aspect de littérature qui est là pour vous distraire. Oui, c'est la justement, on va arrêter sur des choses. C'est la pire des choses pour moi. C'est Et, un des éléments, mais c'est la pire des choses. Je vais juste faire mon cher, je voulais juste faire une incise. Barbara Cassin, la grande helléniste, qui était prise de court, a dû faire écrire, elle l'a dit en France Culture lorsqu'elle a été interviewée, elle a dû faire appel à la traduction automatique et elle a été assez surprise de l'efficacité. Enfin, je veux juste mentionner cela. Ça ouvre, alors évidemment, il faut revoir, hein, il ne s'agit pas de prendre tout ça content, hein, mais ça ouvre des champs tout à fait originaux et intéressants, en tout cas qu'il faudra explorer. D'ailleurs, Christian Tremblay, qui va intervenir la semaine prochaine, qui est président de l'Observatoire européen du plurilinguisme, a consacré tout un colloque sur les traductions automatiques. On y reviendra. Mais enfin, Francis Coffinet, je veux donner la parole à Sylvestre. Oui. Bon, Francis voulait intervenir. Francis Coffinet. Bon, très brièvement, Francis. Non, mais c'est très brièvement. Oui. Vas-y, allez-y. Pour ouvrir une petite parenthèse un peu ironique, dans un livre qui date des années 73, quelque chose comme ça, 75, d'André Robinet, qui s'appelait Le défi cybernétique. Et alors, sur la traduction automatique, à ce moment-là, ça s'est sans doute amélioré, où le vers de Mallarmé avait été traduit de français automatiquement en japonais et retraduit du japonais au français. C'était hélas, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Et dans la retraduction, ça donnait la viande est froide et la bibliothèque est fermée. Voilà. Bien, voilà de quoi alimenter nos discussions. Alors, je m'insurge totalement contre la chair froide et les bibliothèques fermées, je vous le dis tout de suite. Merci. On m'avait donné une autre, c'est Sylvestre. On m'avait donné une autre version du traducteur automatique, l'ordinateur, c'était la viande est avariée, je suis polytechnicien. Vous voyez, il y avait des variantes qui étaient aussi nulles les unes que les autres. Oui, alors donc, je vais essayer d'être de Sylvestre. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que vous nous proposez? Je vous propose déjà, juste un mot. D'abord, c'est qu'effectivement, la question des genres est fondamentale. Les poètes, et je m'inscris plutôt dans ce registre, creusent la langue et en fait sont très sensibles, comme l'avait dit Antoine Spire lors d'une précédente rencontre, à la lecture en plusieurs langues. Les anthologies plurilingues, bilingues ou multilingues sont formidables parce que nous connaissons plusieurs langues et nous pouvons comparer les traductions. C'est très important. Alors, j'ai choisi plusieurs choses, mais j'essaierai d'être bref. D'abord, à partir d'un recueil, d'un livre paru assez récemment de Jean Le Bohel, qui a obtenu le prix Mallarmé, Grand Prix de l'Académie Mallarmé il y a 3 jours à la Société Jean de Lettres. Et ce livre s'intitule Jusqu'au jour. Alors, Jean Le Bohel nous dit ce qui est important, c'est de habiter sa langue, mais porter les autres en soi et rester ouvert sur l'autre. C'est une échappée belle. Alors, je le lis rapidement, notamment deux courtes pages de son livre Jusqu'au jour. C'est lui qui écrit. Que sont les poètes, si lents dans l'urgence des foules tonitruantes, dérisoires leur voix dissonante aussi comme le cri, comme la main chaos. Ils ont la faiblesse obstinée de qui veut vivre, ils aiment la mort et ils la défient. Qui n'entend leur printemps quand ils s'unissent, quand ils s'oublient. Ils ont cet étrange en partage qui n'est que l'écoute, qui n'est que l'homme quand il fleurit. Et il poursuit, tu ne seras pas poète breton, ni occitan, ni même picard, ni tout ce qu'on veut. Chacun, tu le porteras en toi, tu habiteras ta langue, tu seras comme la terre, ouverte sur l'autre et sur les cieux. Ça nous ouvre de belles perspectives. Ensuite, je voudrais dire que Claudine Bowie, qui est une poète importante contemporaine, qui écrit en langue française,
Elle, c'est plutôt inventer sa langue dans son livre Naître à soi-même, qui avait obtenu d'ailleurs également l'année précédente. On t'entend qui avait mal. obtenu l'année précédente. Ah, pourtant, j'avais réglé le... On m'entend mal? Il y a une distorsion, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Bien. Donc, Claudine Bowie, pour elle, c'est important d'inventer sa langue. Je vous cite ce qu'elle a écrit dans une anthologie publiée par la Maison de Poésie Fondation Émile Blémont, il y a 1 an et demi. C'était une anthologie, la poésie française, 100 ans après Apollinaire. Donc, il y avait 50 poètes et 50 styles. Elle en faisait partie. Claudine Bowie, je la lis. Il faudrait dire, inventer des mots pour tout ce blanc autour du cœur. Tu cherches dans le grand sac du vocabulaire ce qui tiendrait à un sens au-delà des significations, toujours flottantes et provisoires, ce qui ferait un pont. Ce partage de brume et de chair tout au fond de la vie où l'alphabet de l'un ouvre celui de l'autre. Dans ce ciel-là, bien au creux de la terre, d'où reviennent nos mains. Puisque parler ne suffit pas, que caresser la parole est la question posée. Que cherchons-nous dans le fond de la langue? Quelle boucle du regard aurons-nous à parcourir dans ce balbutiement de lèvres où les mots nous respirent? Sais-tu vers quelle insoupçonnable clairière nous nous franchirons? Voilà, donc c'était la deuxième pépite dont je voulais vous faire part, donc autour de Inventer sa langue, Naître à soi-même par Claudine Bowie. Et puis, une troisième pépite qui nous vient de Linda Maria Barros, une jeune poète contemporaine, puisqu'elle a moins de 40 ans et qu'elle a déjà été célébrée, pourtant très jeune, avec le prix Apollinaire en 2005, elle était toute jeune. Pour elle, il est important que la langue du poète serve au moins à nous dessiller, à nous rendre lucides. La poète et la poésie, pour elle, doit être luciférienne, porteuse de lumière, nous faire voir enfin le monde tel qu'il est, et il est d'une cruauté infinie. Dans son dernier livre, La nageuse désossée, qui est paru il y a quelques mois, avec un sous-titre « Légende » au pluriel métropolitaine, elle nous dit ceci, elle nous dit effectivement qu'il faut enfin nous dévoiler, nous dessiller les yeux. Seul peut-être le dévissage de la langue, des pensées est plus rude, mais il faut le faire, ce dévissage. Le poète, elle l'a écrit, c'est très important, les choses se donnent à voir après tout telles qu'elles sont, déshabillées des noms translucides qui les désignent, nettoyées de la vessie de tout concept, pur, inévitable, d'une cruauté infinie. Et je terminerai par un autre poète encore jeune qui s'appelle Jean-Luc Favre-Raymond, qui vient de publier un petit traité de l'insignifiance avec en sous-titre « Ces mots qui ne valent rien ou presque ». Il est romancier, mais il est surtout poète. Et il creuse. D'ailleurs, il met en exergue une citation de Barbara Cassin. « La langue est un lieu de l'identité temporaire ». Et cet homme, poète, creuse, il modèle lui-même de façon enfiévrée la langue. Il la triture, il la creuse, il l'expérimente, il l'essouffle, il la ranime, il la dynamise, farouchement désireux d'en explorer, d'en exploiter sans lassitude les virtualités. Le poète, le poète, dit-il, le créateur de mots et de formulations et d'images, d'élan nouveaux du dire, n'entend jamais se satisfaire des énoncés éculés, des fades habitudes de la communication ordinaire, etc. Donc, dans ce petit traité d'insignifiance, je vous invite à le lire, c'est aux éditions 5 Sens. On peut en avoir, je crois, un PDF, 5 Sens à Genève, parce qu'il est de cette région. Eh bien, je vous invite à le lire, c'est absolument étonnant. Voilà, je voulais vous faire part de toutes ces lectures que j'ai adorées, qui m'ont enchanté. Merci. Merci Sylvestre. Ça fait partie justement de ce travail qui est important de redéployer. Alors, écoutez, merci de votre attention. Je remercie nos invités, Thierry Mény, Alexis Lorca, également Jean-Philippe Domecq, Antoine Spire et Gisèle Sapiro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, au même poste, avec le même hyperlien. Je remercie Colette Klein qui a assuré la régie. Donc, la semaine prochaine, le 2 février, jour de la Chandeleur, nous recevrons pour l'allocution de clôture Hans Wiesmann, qui est helléniste et philosophe, et il sera présenté par Christian Tremblay, président de l'Observatoire européen du plurilinguisme. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite bon appétit. Au revoir. Au revoir tout le monde.